Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une catégorie que j'aime beaucoup. Durant les années 90 au Mans, on a pu observer une catégorie qui a beaucoup marqué les esprits. À partir de 94, la catégorie GT1 fait son apparition avec des voitures engagées, on va dire, spéciales. Et pour se renouveler, la CO à l'époque met de côté tout ce qui est catégorie C 1, 2, 3, 4 de 93 au profit de catégories faisant peau neuve. Ils cherchent vraiment à se renouveler à l'époque. C'est ainsi que naît la catégorie GT1. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la catégorie GT1 du coup depuis son arrivée en 94 jusqu'à 99, l'année de sa disparition. Le GT1 reviendra plus tard, mais sous une forme bien plus grand tourisme, on va dire. Le but de cette vidéo étant de revenir sur cette catégorie qui, on peut dire, est partie dans tous les sens. 1994, Porsche engage la Dauer 962 dans cette nouvelle catégorie du GT1. À l'époque, la FIA imposait qu'une version homologuée route soit commercialisée pour pouvoir participer au monde dans cette catégorie. Et là, vous allez me demander si une Dauer en 962 a déjà été commercialisée. Eh bien, oui, ça a déjà été commercialisé. Cependant, on a pu observer que cette nouvelle catégorie est pour le moins hétérogène, puisqu'on pouvait trouver des voitures comme celle-ci. Donc ça, c'est une Viper RT10 de 94 et non une Viper GTSR, comme celle que vous pourrez rencontrer un peu plus tard et qui lui succéderont, grâce au succès de celle-ci, en fait, qui est inconnue, en fait, il y a peu de gens qui la connaissent, cette voiture. Donc ça a été engagé, cette voiture, par un team français et belge. Vous aviez Rent-A-Car Racing Team et Luigi Racing Team, qui engageait cette voiture du coup en GT1, donc en même temps que la même catégorie que la Dauer en 962. Et cette Dodge Viper terminera la course avec un plutôt bon résultat, hein, si vous voulez, parce que finalement elle finit 12e au général et 3e dans sa catégorie. C'est quand même extraordinaire. Cette année-là, d'autres voitures font une apparition timide, mais sont tout aussi incroyables. La Venturi 600 LM française, une voiture excellente. C'est vraiment dommage que Venturi n'ait pas fait faillite par la suite. Hein. Bon, après, ils ont été rachetés, mais bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, la Bugatti EB110, de même qu'une De Tomaso Pantera aussi, est engagée en GT1. Tout ça, c'est en GT1. Ces voitures, malheureusement, finiront toutes non classées, n'ayant soit pas effectué assez de tours, soit pas avoir une bonne performance, ou soit parce que accident. Voilà. On peut dire que l'année 94 marque le début d'une catégorie extraordinaire, si vous voulez, mais très hétérogène en matière de performance et de résultats. « 95. C'est McLaren qui fait son apparition en catégorie GT1. Porsche n'engage cette année-là que des GT2. Les McLaren s'imposent lors de cette édition devant des LMP2 et WSC. Elle effectue donc ce qu'on appelle un scratch, c'est-à-dire qu'une GT1 arrive à gagner au général devant des prototypes. D'accord. Aux côtés de la McLaren se trouvent des Ferrari F40 LM, par exemple du team français Pilot, engagé également en GT1, alors c'est une écurie relativement bien connue. Alors, elle était déjà présente en 94, il y avait un modèle l'année d'avant, j'en ai pas parlé, mais qui a abandonné aussi. Bon. Autre voiture britannique que la McLaren, la Jaguar XJ220 GT1, et Lister Storm, mais qui abandonneront malheureusement. 95, ça marque aussi l'entrée de voitures japonaises. Nissan engagera en catégorie GT1 plusieurs Nissan Skyline GTR, dont une qui terminera 10e au général et 5e de sa catégorie. En plus de la Skyline, Honda engagea des NSX en GT2. Bon, je vais pas m'attarder sur le GT2, c'est pas le sujet, mais elles gagneront l'édition dans leur catégorie, ce qui est plutôt extraordinaire et pas mal, franchement. C'est un beau résultat. Pour finir cette partie sur l'année 95, Toyota engage cette année-là une Supra, qui finira 14e au général et 8e de sa catégorie, ce qui était plutôt un excellent résultat, vu le plateau GT1 de l'époque qui comprenait beaucoup de voitures. En plus, cette édition s'est déroulée sous la pluie, il y a un handicap supplémentaire qui aura raison de beaucoup de voitures, mais pas celle-ci. 1996. Porsche revient à la fois en LMP, avec la TWR, mais aussi en GT1, avec les débuts de la fameuse Porsche 911 GT1. Elle se battra aux côtés de la McLaren F1, du coup, qui était présente l'année d'avant, et des Chrysler Viper GTSR. Donc plus RT10, mais GTS cette fois. C'est la première fois qu'ils alignent la GTS, c'est en 96. Encore une fois, on constate une grosse disparité des performances au sein de cette catégorie, puisque la 911 GT1
Elle est conçue par Porsche pour pouvoir gagner au général, avec son aéro très poussé, aux allures à moitié de GT, à moitié de prototype. Porsche enregistra de très grosses performances. Vous pouvez regarder sur YouTube, d'ailleurs, vous pouvez voir l'intégralité du Spa-Francorchamps 96 à l'époque du championnat FIA GT, où la Porsche GT1, voilà, autant vous dire que c'est un avion à côté des autres, quoi. Il y a des F1 GTR et des F40 LN notamment, ils font pas le poids, la GT1, si vous voulez, elle part devant, dès le premier tour, et c'est terminé la voiture. Donc Porsche après n'a pas échappé à la règle, et a bien conçu des versions route pour intégrer la catégorie GT1, donc la version que vous voyez dans cette vidéo a été commercialisée en version route. Alors pour toutes les versions route, des voitures extraordinaires comme celle-ci, je vous ai fait un diaporama en fin de vidéo, avec toutes les versions route. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tout cela. La Porsche 911 numéro 25 finira deuxième au général et première de sa catégorie, à seulement un tour derrière la Porsche TWR. Un seul tour. La voiture arrive à coller avec des LMP, quoi, sans problème. Encore une fois, cette édition ouvre ses portes à des voitures originales. Toyota revient avec sa Supra, mais malheureusement elle abandonnera après avoir accompli 205 tours. Aussi, il y a une Toyota conçue exprès pour l'épreuve, en 96, qui préfigurait, si vous voulez, la célèbre Toyota GT1, qui apparaîtra 2 ans plus tard en 98. Donc la Toyota Sard MC8R, qui finira la course à la 24e place au général et dernière de sa catégorie, pour ceux qui ont fini la course, j'entends. Quand je dis la dernière de sa catégorie, c'est la dernière à avoir fini la course. Donc voilà, Toyota réfléchissait déjà à concevoir un modèle capable de tenir en respect, si vous voulez, des Porsche GT1. Alors en termes de résultats pour cette année, pour la faire très court, le but étant pas de faire une review des performances de chacun, les F1 GTR termineront à la 4, 5, 6, 8, 9 et 11e place du général. Oui, il y en a beaucoup. Les Viper, 10, 21 et 23e du général. Alors là je vous mets en photo la Viper qui a effectué le meilleur résultat, donc c'est la numéro 48 de la Kanasca Southwind Motorsport, qui a fini du coup 10e de général et 8e de sa catégorie. 1997, Porsche et McLaren remettent ça. Cette année seulement 3 catégories sont représentées, il n'y a que le GT1, le GT2 et le LMP. La TWR, la 911 et la F1 GTR sont engagées. En LMP1 face à Porsche, Ferrari engage les fameuses 333 SP et Courage aligne la C41. En GT1, face au McLaren et Porsche, un nouveau véhicule majeur va faire son apparition. La Nissan R390. Soumis bien sûr aux mêmes règles que ses compères, Nissan commercialisera une seule version route de sa GT, photo que je vous ai mis à la fin de la vidéo dans le diaporama. Autre voiture présente, la Lister Storm, toujours, véhicule britannique. Ce modèle va continuer en GT jusqu'à la milieu des années 2000. Quand même. Et ça a été un excellent véhicule qui effectuera de bien belles prouesses. C'est dommage que maintenant Lister Storm, je crois, n'existe plus. Pour cette édition, toutes les Lister Storm engagées abandonneront à cause d'accidents, il me semble. Enfin, la Lotus Elise GT1 fait son apparition avec un véhicule conçu exprès pour l'épreuve. De même, ce véhicule, il y a la photo à la fin de la vidéo, mais elle abandonnera celle-ci après avoir effectué 121 tours. Cette année-là, le team officiel de Porsche ne rejoindra pas l'arrivée. La 25 et la 26 abandonnent. La McLaren Gulf s'impose en GT1 en terminant en 2e au général, toujours à un tour, du prototype TWR de Porsche, piloté pour le coup par Tom Christensen, très connu. La meilleure Porsche GT1 fut la numéro 33, qui est un modèle de 96, et non pas le modèle de 97, comme vous avez vu dans la vidéo, de Schubel Engineering, écurie privée qui terminera 3e de la catégorie et 5e au général, ce que l'on peut dire est un excellent résultat. Pour finir, en ce qui concerne la nouvelle venue de l'époque, la R390 de Nissan, elle finira pour la meilleure, 12e au général et 5e de sa catégorie. Les Viper GTS, quant à elles, n'ont pas participé cette année-là en GT1, mais en GT2. C'est une petite curiosité intéressante que je voulais souligner. 1998. Le GT1 prend une grande ampleur, avec des Porsche 911 aux allures de prototypes fermés cette année-là, rivalisant avec des McLaren F1 GTR bien sûr rallongés, des R390 qui reviennent, l'apparition
des Toyota GT1 et l'apparition également des Mercedes CLK GTR. Enfin, ils les appellent des Mercedes CLR par info. Donc, même chose. Toyota GT1 et Mercedes ont dû sortir une version route de leur GT. Toujours pareil, photo à la fin de la vidéo. Le LMP1 est majoritairement représenté cette année-là par des Ferrari 333 SP et qui ne seront pas rivalisés. Encore une fois, les GT1 s'imposeront très largement cette année-là face à des prototypes. Pour vous donner une ordre d'idée, au résultat, 9 GT1 dans le top 10. Donc, voilà. Porsche remporte l'épreuve en faisant un doublé avec la 26 et la 25. Donc cette fois-ci au général. La Nissan R390 terminera 3ème à 3 tours de la deuxième Porsche. La meilleure F1 GTR se classera 4ème à 7 tours de la deuxième Porsche. Panoz, écurie américaine avec son véhicule atypique, terminera 7ème à 15 tours de la deuxième Porsche. Et la meilleure GT1 de Toyota terminera 9ème au général derrière le premier prototype Ferrari à 24 tours de la deuxième Porsche. Et cette Ferrari 333 SP est le seul proto dans le top 10. En ce qui concerne les Mercedes, elles abandonneront. 1999. Le GT1 disparaît avec pour équivalence à sa place le LMGTP, qui vise plutôt à être une catégorie de prototypes fermés et non de GT super puissants. Cette année-là, les LMP sont beaucoup plus nombreuses. En LMGTP sont engagés les Toyota GT1 et les Mercedes CLR. C'est d'ailleurs à cette édition qu'une des Mercedes CLR s'envola avec à son bord le pilote Mark Webber à cause d'un problème d'effet de sol. Même problème que rencontra une Porsche GT1 à Road Atlanta en 98. Audi aligne cette année-là ses premières R8R en LMP, mais aussi une R8C en LMGTP, mais qui malheureusement celle-ci abandonnera. L'aéro de la R8C se rapproche beaucoup de l'ancien type GT1. Pour cette année, BMW remporte l'épreuve avec ses célèbres LMP V12 LMR, suivi de la Toyota GT1 et des deux Audi R8R LMP. Cette remise en avant des prototypes sonne la fin de cette extraordinaire catégorie qui a été le GT1, qui certes aura été très hétérogène en termes de performance, de résultats et de modèles de véhicules, mais qui aura marqué d'une marque indélébile les 24 heures du Mans. Cette année-là, finalement, la catégorie la plus représentative du GT qu'on connaît aujourd'hui sous la forme du GTE Pro, ça aura été la catégorie GTS. Elle aura été dominée majoritairement par des Chrysler Dodge Viper GTSR qui ont été très largement engagés cette année dans cette catégorie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous auriez appris 2-3 petites choses sur cette catégorie du GT1. N'hésitez pas à commenter, à partager si vous aimez. Je vous laisse avec le diaporama des versions route des plus mythiques GT1. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.